Salut à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes avec au programme ce soir encore des propositions éclectiques comme on les aime, puisqu'on vous fera découvrir un portrait d'Anthony Nguyen. Ce soir, il est champion de France de sushi, tenez-vous bien, oui, oui, et il est nantais, alors on en est très très fiers, on voulait vous proposer de le rencontrer. Et puis ce soir, vous aurez également un plateau de danse, car vous ne le savez peut-être pas, mais nous entrons dès ce soir et pour plus d'un mois en Transcendance. Transcendance, c'est le nom d'une manifestation consacrée à la danse, bien sûr, qui propose 46 représentations dans 22 lieux différents du département. On va vous proposer un petit florilège avec nos invités dans quelques minutes. Sushi et chorégraphie, c'est le programme du 18h de Télé Nantes qui démarre tout de suite. Et on accueille tout de suite nos invités du plateau Transcendance qui représentent à eux trois assez bien ce qu'est ce festival finalement, puisque nous recevons l'organisateur, l'association organisatrice musique et danse en Loire-Atlantique et son directeur Yves de Villeblanche. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et puis une structure qui accueille des spectacles, c'est le Carré d'Argent, la salle du Carré d'Argent à Pontchâteau avec sa directrice Christine Duboc qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et également Brice Bernier, un danseur. Il manquait quand même un danseur pour que le tableau soit bien représentatif. Danseur et chorégraphe qui plus est de la compagnie KLP qui propose aussi un spectacle solo dans le cadre de cette édition de Transcendance. Mais avant de parler de danse, nous allons parler, comme promis, nous allons parler aux amateurs de sushi, dont vous faites peut-être partie. Après tout, oui. Et vous allez le devenir encore plus avec le portrait qu'on vous propose ce soir, puisqu'on a la chance à Nantes d'avoir un champion de sushi. Il s'appelle Anthony Nguyen. Il est à la tête du restaurant Joyi, qui se trouve à Nantes, et il le dirige depuis 5 ans et demi. Alors, il prépare notamment, attention à la carte, nous avons des sushis de langoustine du croisic avec du gel de yuzu et du dashi. Et sachez qu'il s'est imposé le 15 octobre dernier lors d'un concours qui s'appelle le Global Sushi Challenge. C'était à Paris et il ne s'arrête pas en si bon chemin puisque le 25 novembre prochain, il sera à Tokyo pour le concours au niveau mondial. Alors, la recette d'un bon sushi, c'est évidemment un bel équilibre entre la quantité de riz et le poisson, et puis un poisson aussi très bien choisi. Et c'est aussi l'umami. C'est un nouveau mot que vous allez découvrir dans ce très beau reportage signé Jean-Michel Naga. Pour Anthony Nguyen, c'est le rendez-vous incontournable du matin, le marché de Talensac. Ça va Jean-Yves? Salut Anthony, ça va? Ouais. Bonjour Nathalie. Oui. Et comme chaque jour, son fournisseur lui a mis de beaux poissons de côté, du produit local. C'est la condition essentielle aux yeux d'Anthony. Du bar sauvage, du lieu jaune de ligne, on a pris du maquereau, il y a de l'encornet, il y a aussi du rouget barbé, du Saint-Pierre, voilà, tout ça en provenance du croisic. Généralement c'est des petits bateaux, qui vont faire la pêche et du coup c'est pas des gros chaluts, la chair n'est pas abîmée, en fait la chair du poisson n'est pas abîmée, on est sur un poisson qui est vraiment de très très belle qualité. L'exigence, c'est l'une des qualités de ce jeune homme de 31 ans d'origine vietnamienne. Comme son père, à l'époque, il a ouvert son restaurant japonais il y a 5 ans à Nantes. Anthony a grandi en cuisine et il connaît son sujet, le secret de l'umami, la 5e saveur si particulière de l'art culinaire nippon. Généralement, on le retrouve dans la soupe miso, dans le bouillon dashi, en fait, tout simplement, parce que le dashi, c'est quelque chose que l'on fait avec de l'algue kombu. Algue kombu et algue kombu, shiitake et bonite séchée, katsuobushi. Donc voilà, c'est ce goût qu'on retrouve de la mer, cette 5e saveur. Et pour apprendre cela, les saveurs, l'équilibre du riz et du poisson, il est allé étudier l'art du sushi à Tokyo. 2 voyages riches d'enseignements, des efforts récompensés mi-octobre par une victoire au Global Sushi Challenge, un concours national organisé à Paris. Je n'ai pas la science infuse non plus, je suis là pour apprendre et j'apprendrai toujours tout au long de ma vie, surtout pour les sushis. C'est pour ça que je pars au Japon, c'est pour ça que je souhaite participer à ce genre de concours. C'est pour aussi m'ouvrir les yeux et c'est aussi pour apprendre surtout. Ouais. Et c'est à ce titre qu'il ira défendre les couleurs de la France en finale mondiale. Ce sera la première édition de ce concours qui se déroulera à Tokyo le 25 novembre.
Voilà, alors ça change un petit peu des sushis fabriqués à la chaîne dans des chaînes de restaurants. Hein. C'est voilà, de la cuisine plus exigeante. Et on souhaite bonne chance en tout cas à Anthony Nguyen. Et si vous voulez goûter à ces sushis, parce que j'imagine que vous avez l'eau à la bouche maintenant, sachez que le Joyi, ça se trouve près de la place Viarme à Nantes, 2 rue Menou, mais qu'il va bientôt déménager du côté de la Cité des Congrès, au 4 rue Colmar. Ce sera le 9 décembre l'inauguration, si tout se passe bien, peut-être avec un champion du monde carrément de sushis. Et sachez, dernière info aussi, que le Joyi a fait son entrée au Goemio en 2013. Voilà, pour les amateurs de sushi, vous serez servis. Et on passe à la danse tout de suite, comme prévu aussi. On parle de Transcendance, un festival qui démarre aujourd'hui même, le 3 novembre, et qui va durer jusqu'au 6 décembre, presque un mois, plus d'un mois même, pour découvrir la danse. 5e édition de cette biennale, donc, qui a lieu tous les 2 ans et qui se promène dans tout le département de Loire-Atlantique. Je disais, il y a 22 lieux, j'ai dénombré à peu près, je pense que je ne me suis pas trompée. Oui. Ça va du lieu unique à Nantes, en passant par le Champy-Lambar à Valette, le Quai des Arts à Pornichet et le Carré d'Argent de Pontchâteau. Est-ce que vous pouvez nous redire peut-être en quelques mots d'abord ce qu'est la philosophie de Transcendance, de ce festival de danse? Oui, alors ce festival, en fait, il est né à l'initiative du département de Loire-Atlantique, puisque l'idée, c'était de mettre en valeur les compagnies du département en associant l'ensemble des salles de spectacle du département. Voilà, donc il y a eu une première édition qui s'est faite essentiellement avec les artistes du département. Après, on a trouvé intéressant de pouvoir confronter les artistes du département et des artistes internationaux. Donc est venue l'idée progressivement d'inviter une région ou un pays du monde. Il y a 2 ans, c'était l'Afrique du Sud et cette année, donc, ce sont les pays nordiques. Voilà, les pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède et Danemark qui seront représentés. Un mot aussi peut-être de ces compagnies. Du 44, il y en a 11 qui se produisent lors de ce festival Transcendance. David Roland, Loïc Touzé, NGC 25 notamment, et puis Fia Ménard aussi qui ouvre le festival ce soir et demain au lieu unique. Vous parlez d'une scène locale foisonnante. Elle est vraiment riche, cette scène de Loire-Atlantique. Il y a beaucoup de compagnies professionnelles qui existent en Loire-Atlantique. Il y a beaucoup de jeunes chorégraphes qui viennent s'installer. On est vraiment sur un... Attiré par des manifestations comme Transcendance, justement je pense que ça y participe. Et puis, il y a un réseau de salles aussi, dont Christine fait partie, d'ailleurs, les pôles danse, qui programment de la danse toute l'année. Donc, on a quand même un panel de salles qui ont une forte capacité à proposer des spectacles de danse. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui viennent s'installer, donc après, il faut trouver de la place pour tout le monde. Ça, c'est un autre problème. Parce que c'est vrai qu'en scène identifiée que danse, il y a quoi? Il y a le centre chorégraphique nantais à Nantes, en Loire-Atlantique, mais sinon, après, ce sont des salles pluridisciplinaires qui accueillent aussi de la danse. Il y a Onyx, quand même, qui est un plateau pour la danse. Il y avait Elu, qui, quand même, faisait beaucoup de programmation en danse. Mais que danse? Il y a bien que le centre chorégraphique nantais. Oui, effectivement, il n'y a pas de salle dédiée uniquement à la danse en Loire-Atlantique, ça c'est vrai. Mais il y en a très peu. Même en France. Il y en a très peu en France, en fait. Et puis alors, donc, voilà pour un peu ce qui se passe au niveau local, mais il y a donc ces compagnies aussi nordiques, c'est pareil, c'est une scène assez dynamique. On connaît bien le polar nordique, on connaît peut-être moins la danse des pays nordiques, mais ce sont des pays particulièrement actifs. Ce sont des pays qui sont particulièrement actifs et pour lesquels la danse contemporaine dans lesquels la danse contemporaine est en pleine explosion. Alors, il y a quelques grands noms qu'on connaît, Tero Saarinen, etc. Mais il y a vraiment... Pas tout le monde, hein, mais... Oui, mais enfin, parmi les plus connus qui font des tournées internationales, si vous voulez. Mais il y a vraiment une scène assez exceptionnelle avec des talents nouveaux, des problématiques qui sont assez singulières, qui sont traitées. Les rapports hommes-femmes, par exemple, dans les compagnies norvégiennes, sont des vraies préoccupations. C'est vraiment intéressant de découvrir. Plus avancé sur la place de la femme dans la société, ça se retrouve aussi dans leurs propositions en matière de danse. Ouais. Alors, l'objectif aussi de ce festival, c'est d'offrir des espaces de diffusion aux chorégraphes de Loire-Atlantique, et là d'ailleurs, qui sont parfois confrontés, c'est ce qui est dit dans le dossier de presse, à un déficit de visibilité et de diffusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la danse, c'est un petit peu le parent pauvre de la culture? Voilà, d'une façon générale, la danse n'est quand même pas beaucoup diffusée, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place dans le département. Donc les pôles danse, le Transcendance. On a mis aussi en place des showcases, par exemple, pour permettre aux professionnels de découvrir les jeunes artistes du département. C'est pour renforcer un petit peu la visibilité des artistes du département dans ce domaine-là. Quand on parlait des pôles danse, on ne parle pas de la pôle danse, attention, on ne pas confondre. C'est un réseau de salles, en fait, en milieu rural, qui se sont engagées à faire une programmation de danse toute l'année, avec le théâtre, bien sûr, mais c'est un engagement très volontariste de leur part. Dont Carré d'Argent. À Pontchâteau, ça tombe très bien. Comme je le disais, vous êtes une salle
pluridisciplinaire. Vous accueillez à la fois du théâtre, de la musique, la saison 2015-2016 est particulièrement riche, et puis de la danse. Mais quelle place a la danse dans votre programmation? Est-ce que ça se passe en quantité? Vous vous dites chaque année on met 1, 2, 3 spectacles. Enfin, comment vous accueillez la danse à Pontchâteau? En fait, quand le Carré d'Argent a ouvert en 2008, c'est vrai que c'était l'idée de faire une saison pluridisciplinaire, mais avec la volonté de donner des axes forts, et notamment la danse. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Musique et Danse et la salle de Quai des Arts de Pornichet, avec la volonté justement d'offrir des spectacles de danse différents et puis de belles propositions artistiques assez exigeantes, mais accessibles au grand public. Donc, voilà, il y avait vraiment cette volonté de donner à la danse toute sa place, puisqu'effectivement, c'est une esthétique qui n'est pas énormément représentée dans les salles de spectacle. Et voilà, donc on présente au minimum... Pourquoi c'est pas beaucoup représenté? Parce que c'est difficile d'accès, on a un public peut-être un peu plus frileux sur la danse? On a un public, c'est ça qui est effectivement assez étonnant. Après, les programmateurs sont peut-être eux-mêmes moins sensibles à cette esthétique et la développent moins dans leur lieu. Voilà, donc vous opinez du chef, hein. Les programmateurs sont moins sensibles. C'est ça, en fait, ça vient là. Souvent, ils sont plus sensibles au théâtre, ils ou à la viennent musique. peut-être plus d'ailleurs de ces milieux-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, donc là, il y avait une vraie volonté de développer sur le territoire l'esthétique de la danse. Effectivement, quand le Carré d'Argent est arrivé, a ouvert ses portes, il y avait déjà d'autres lieux sur le secteur, mais qui n'avaient pas encore développé cette esthétique. Donc, c'était aussi l'occasion de faire la promotion de la danse. Et puis, on voit quelques années après qu'il y a un public. Voilà. Justement, alors ce public, quel est-il? Est-ce que c'est un public qui a, par exemple, je sais pas, des enfants qui font de la danse, qui fait de la danse en amateur, qui du coup est un peu plus éveillé à la danse, ou au contraire, c'est un public très large. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas forcément les élèves, enfin, c'est les personnes qui pratiquent qui viennent voir la danse. Donc, mais petit à petit, on arrive à attirer tous ces jeunes pour aussi leur ouvrir un petit peu le champ de l'activité et le champ, voilà, l'ouverture, la culture chorégraphique. Donc voilà, avec le travail de médiation qu'on peut faire, nous, autour des spectacles, on arrive maintenant à avoir des groupes de danse. Donc ça, c'est un petit peu le challenge, justement, arriver à attirer ce public-là. Puis après, c'est un public très, très divers. Au niveau de l'âge, c'est pareil, hein, on a tout type de... Enfin voilà, c'est très un public très jeune large. aussi, parce que voilà, il y a des propositions de danseurs, de chorégraphes, des jeunes également, comme Brice. Vous, en tant que danseur, en tant que chorégraphe, quel regard vous avez aussi sur ça, sur ce côté? Il y a peut-être peu de lieux de diffusion pour la danse, un déficit de visibilité pour la danse? Alors après, c'est peut-être un peu banal, mais je dirais qu'on a plus l'expérience démo que du mouvement. C'est-à-dire qu'on a plus la sensation ou l'illusion d'avoir l'expérience démo. Du coup, on s'y rattache plus facilement. Et après, malheureusement, je pense qu'il y a un petit phénomène aussi de danse qui peuvent paraître lointaines, dont on n'a pas les codes. Et si on n'est pas initié, c'est difficile de lire. Et du coup, on peut ressortir d'une salle en ayant payé le prix d'une place normale, en se disant j'ai un peu regardé un ovni, j'ai pas trop compris. En tout cas, nous, c'est des retours qu'on a eu aussi. Et après, j'ai un peu de difficulté. C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que les gens adorent regarder la danse. Quand on danse dans la rue, les gens s'arrêtent tout de suite. Il y a toujours des retours assez forts. Et pourtant, dans les chiffres, c'est toujours un peu... Alors attention, quand vous dites quand on danse dans la rue, c'est peut-être quand vous avez une pratique de la danse qui est plus la danse hip-hop, puisque le collectif KLP, c'était un collectif plutôt hip-hop. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de barrières, en tout cas, pour aller vers la danse hip-hop. Alors moi, par rapport à ça, oui, ça c'est sûr que par rapport à la culture hip-hop, du coup, c'est une culture de rue, après, c'est-à-dire qu'elle est accessible, beaucoup plus accessible. En revanche, là, je parle purement et simplement de danse. J'ai déjà fait l'expérience moi-même de danser plusieurs fois dans la rue inopinément. Et le fait est, c'est que ça intrigue. Il y a toujours quelque chose où les gens disent « Ah oui, on voit pas assez de danse ». Mais le fait est, c'est que dans les résultats, on a quand même voilà, à peu près 3 pour une saison, 3-4 dates à peu près pour une saison, ce qui n'est pas non plus un chiffre fort. Moi, je préférais qu'il soit beaucoup plus grand, et puis j'encourage tout le monde à venir voir de la danse. Et de découvrir souvent, des spectacles, on cherche à comprendre la danse, et ça aussi, c'est difficile, parce qu'il vaut mieux l'expérimenter, l'éprouver, la ressentir, plutôt que de chercher à dire « j'ai compris l'histoire ». Ça aussi, c'est difficile. C'est une expérience sensible, un peu comme un tableau, hein, finalement. Oui. Hein, voilà. Alors vous participez à ce festival La Transcendance cette année, alors avec un projet solo, en fait, qui s'appelle Inondation. C'est son nouveau nom, il a eu d'autres noms, mais il s'appelle Inondation. Je propose de découvrir quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, un extrait du spectacle, et puis on en reparle juste après.
tout petit aperçu de ce spectacle Inondation. Je l'ai dit, vous venez du collectif KLP qui faisait plutôt du hip-hop. Là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu, on est un peu plus loin de l'univers hip-hop. C'est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire hip-hop, c'est un mot qui est un peu utilisé dans plein de sens. Or, moi, je suis issu de la culture hip-hop parce que, par définition, mes danses sont rattachées à la musique qui se veut être hip-hop. Mais déjà, la danse hip-hop, ça ne veut pas tout à fait dire grand-chose. C'est un style précis qui est né en 92 aux États-Unis. Avant ça, la danse existe depuis les années 80. Donc, nous, on fait du breakdance à la base. Voilà. Ce qui est un peu délicat, en fait, c'est qu'on a souvent tendance... Il y avait des mouvements là, qui avaient l'air d'être un peu du Smurf, non? Alors, en fait, par exemple, Smurf, c'est un bon mot. Je vais en profiter. On est un JT, entre guillemets, pas tout à fait, mais voilà, je vais en profiter. C'est une erreur qui a été faite dans un JT sur TF1 en 84, sur un film qui est sorti qui s'appelait Let's Do the Smurf, qui signifie Imitons les Schtroumpfs. Et donc, en gros, il y a eu une bande originale qui était avec ce film-là. Il y a eu un clip qui a été fait avec, pour la première fois, les images des danseurs new-yorkais qui avaient des gants blancs et des grandes chaussettes blanches remontées. Et donc, il y a eu un amalgame qui a été fait. La présentatrice commence en disant « Cette nouvelle danse, le Smurf ». Donc, tout le monde en France connaît le mot Smurf. En Suisse aussi, parce que... C'est la faute à Claire Chazal en 84. Alors, c'était pas Claire Chazal, mais ouais, voilà. Et donc, tout le monde connaît le mot Smurf, sauf que si vous arrivez aux États-Unis et qu'on vous dit « Tu danses quoi ?» Tu dis « Je fais le Schtroumpf ». Vous voyez, c'est que c'est... Ah, d'accord. Donc, on arrête de dire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du popping, pour être très précis. Et dans le popping, il y a deux styles de danse. Il y a l'animation qui a évolué sur la côte Est et le boogaloo qui, lui, est né sur la côte Ouest, qui est un style un petit peu plus funky des États-Unis. Pour en revenir à notre sujet, nous, en 2006, on a écrit une pièce qui s'appelle Sissa, et sur laquelle on a fait un constat, c'est que le mouvement, donc le geste sous-tendu à la culture hip-hop, il est sous-tendu à sa communauté, à sa pratique. Et il ne vit qu'à travers ça, avec sa propre histoire. C'est une danse de l'instinct, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel cadre on va danser, on ne sait pas sur quelle musique est face à qui, ou dans quel rapport. Alors que le spectacle, le mouvement est sous-tendu à un propos, donc il est figé. C'est une vraie différence d'abord. Dès le départ. Donc déjà, quand là vous êtes quand vous serez sur la scène de Onyx, pour ma part, c'est pas du hip-hop. Par contre, c'est hip-hop. l'histoire d'une personne. C'est-à-dire que j'ai utilisé le principe. Ce que je voulais montrer, c'était un lambda, mais qui est danseur. C'est pas forcément l'histoire d'un danseur. C'est qu'il aurait pu être danseur comme il aurait pu être boulanger. Mais là, en l'occurrence, on vient assister à un spectacle de danse, et c'est plutôt l'humain qui est à travers ça. Donc moi, en tant que danseur, je pratique aussi des danses dites hip-hop ou des délires qui sont un petit peu hip-hop. Ouais. Par exemple, celui-ci, il est assez proche du hip-hop, c'est assez visuel. Mais c'est pas tout à fait non plus du hip-hop, c'est pas tout à fait le cadre du hip-hop. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de pas être tout à fait à l'endroit où on nous attend. Voilà. Un petit peu. Avec une utilisation aussi de la machine, de l'ordinateur, parce que le spectacle s'appelle Inondation. I, c'est tout ce qui est électronique, comme un email et tout ça. Avant, ça s'appelait Lâche Prise. Voilà, on est aussi ça. Vous faites quoi? Vous dites on est trop près des machines, il faut qu'on se débranche un peu? Alors, ce serait long d'essayer de résumer, mais c'est d'abord parti de quelque chose d'assez intime, où je me suis senti un peu submergé, et puis j'ai eu une porte qui s'est ouverte dans mon esprit en juillet dernier, et j'ai vu, en juillet de l'année 2014, et j'ai vu tout le solo à peu près se construire en 15 secondes. Et puis derrière, ça a été d'essayer de poser des mots dessus. Donc j'ai pris mon cahier, j'ai commencé à écrire assez rapidement, et ce qui pourrait être c'est-à-dire que je pense qu'on est tous tributaires de ça aujourd'hui, les nouvelles technologies nous ont envahis, c'est déjà le cas. On ne peut même pas parler d'un phénomène qui serait émergent, c'est déjà le cas. Ça a changé beaucoup de comportements. Et pour ma part, on est énormément dans la culture de l'image, ça va avec, et donc on veut se rassurer à essayer de se construire des images. Ce qui m'embête, c'est qu'on est obligé de passer par des modalités pour aller vers des choses vers lesquelles on savait aller frontalement avant. Et ce que ça peut donner pour ma part, c'est que du coup, on devient chronophage et qu'on remplit le temps absolument, on culpabilise de ne pas prendre des nouvelles d'un tel, de ne pas avoir regardé telle chose, parce que c'est tellement facile aujourd'hui. Sauf que d'un autre côté, ça nous laisse la peur de s'ennuyer. Ouais, or pour ma part, la peur du vide. Or pour ma part, le constat il est assez simple, c'est de l'ennui que vient la création. Donc tout est un peu dit en fait. C'est que si on a peur de s'ennuyer, du coup on va faire que redire dans une société où on est vachement standardisé. Et je trouvais que c'était assez intéressant d'utiliser, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène que personne ne peut renier, c'est qu'on s'électrise de plus en plus. Et le mot électrique a quand même c'est un adjectif qu'on utilise un peu difficilement. On dit de quelqu'un qu'il est électrique ou d'une situation qu'elle est électrique. Et je voulais montrer quelqu'un qui s'électrise, qui est complètement submergé d'électricité au bout d'un moment. On a du mal à croire que vous pouvez vous passer de mots sur scène du coup, parce que vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais voilà, c'est que dans le mouvement. C'est un sujet nécessaire pour ma part. Donc je pense qu'on me sent assez motivé, c'est d'ailleurs ce pourquoi je préfère le danser plutôt que d'en parler. Transmettez bien. Je le dis, ce sera à voir quand même sur la scène de l'Onyx samedi, le 7 novembre à 20h30, donc à l'Onyx à Saint-Herblain. Un mot aussi quand même de ce qu'on va voir au Carré d'Argent. Vous proposez, vous, un double plateau, en fait, mardi prochain, le 10 novembre, avec la Finlande qui sera à l'honneur avec 2 spectacles, Kera et This Is the Title. Qu'est-ce qu'on va voir au Carré d'Argent ? Alors effectivement, on a fait le choix d'un double plateau pour justement montrer aux spectateurs un petit peu la richesse de la chorégraphie
finlandaise. Donc on accueillera Susanna Lennonen avec une pièce qui s'appelle Kera. Donc Susanna Lennonen, c'est vraiment une chorégraphe de renommée dans son pays, mais également à l'international, puisqu'elle fait depuis une vingtaine d'années des représentations un petit peu partout dans le monde. Elle collabore aussi avec de prestigieux ballets, notamment le ballet de Suède. Voilà, donc elle a su s'entourer aussi de chorégraphes, de costumiers, de techniciens vraiment très très forts dans leur domaine, et ce qui fait que ça donne un caractère assez exceptionnel à ces pièces. Une expérience sensorielle unique, dit la programmation. Voilà, je pense que ça résume bien l'univers de cette chorégraphe. Donc il y aura six danseurs sur scène, et puis effectivement un univers sonore et plastique très très intéressant. Voilà, donc on est très très impatient de pouvoir proposer cette pièce au public. Et puis après, un danseur hip-hop, voilà, d'ailleurs, qui s'appelle Ima Idoze. Ima Idoze, donc c'est un jeune chorégraphe, mais un danseur déjà très accompli, qui effectivement a fait ses armes plutôt au niveau de la esthétique hip-hop, mais qui allait vers les chorégraphies plus contemporaines. Là, c'est un solo, mais on pourrait presque parler d'un duo, tant l'artiste fait corps avec la matière qui l'entoure. On a un grand tapis blanc qui est structuré. Comme on voit sur les images, justement. Et voilà, donc il a une danse très, très fluide. C'est très, très beau. Voilà, il prend vraiment sa danse en lien avec les éléments. C'est assez impressionnant. Il y a un côté presque hypnotique dans sa façon de danser. Ça tombe bien, ça s'appelle Transcendance, donc on doit quand même entrer un petit peu en transe aussi. Donc ça, ce sera au Carré d'Argent à Pontchâteau mardi prochain, une soirée double plateau finlandais justement. Le temps a filé, il nous reste déjà très peu de temps, mais dire un petit mot aussi d'une proposition de dimanche qui est aussi un plateau partagé. Quand on veut peut-être découvrir la danse, on peut voir différentes propositions qui sera au Centre chorégraphique nantais justement, rue Noire à Nantes, avec trois plateaux. 3 plateaux. Alors voilà, c'est une organisation entre le Grand T, le Centre chorégraphique et musique et danse en Loire-Atlantique. Et l'idée, c'était de présenter 3 jeunes chorégraphes, 3 jeunes compagnies. Donc il y a 2 compagnies de Loire-Atlantique, Laurent Seb et puis Favela, et une compagnie norvégienne avec Tel Dolven et Gabel et Eiben. Donc ça va être 3 propositions du point de vue artistique très très différentes les unes des autres. Si on veut découvrir des choses qui n'ont jamais été présentées en France, il faut venir, puisqu'il y a des créations, il y a des spectacles dont c'est la première présentation donc à Nantes. Et je pense que ça peut être une superbe après-midi si on veut découvrir de la danse. Voilà, donc le programme de dimanche au Centre chorégraphique nantais dans le cadre de Transcendance. Toutes les infos du programme, parce qu'il est très riche ce programme, évidemment, on a fait quelques focus ce soir. C'est sur le site de Transcendance, qui est hébergé par le Loire-Atlantique. Vous voyez l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez retrouver tout le programme. Et puis, on va redire quand même, donc, au Carré d'Argent, mardi prochain, le 10 novembre, Kera de la compagnie Susanna Lennonen et This is the Title par Ima Idoze. On voit toutes les infos qui s'affichent, y compris les tarifs, c'est à partir de 9 €, donc ça reste abordable. Et puis, si vous voulez voir le spectacle de Brice, Inondation, c'est à Onyx ce samedi à 20h30 et c'est dès 6 € aussi l'entrée, puisqu'il y a des tarifs pour les jeunes, notamment herblinois. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos curieux pour aller découvrir ce festival Transcendance. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et puis d'avoir reparlé de danse sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous pouvez nous retrouver sur internet www.telenantes.com et les réseaux sociaux, mais avec modération quand même. Voilà. Bonne soirée sur Télénantes.